à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes là, le bâtonnier Philippe Duprat et moi-même Philippe Émy, pour vous présenter le master ingénierie juridique et financière des sociétés dans le cadre de la session de recrutement annuelle pour la plateforme Mon Master, donc dans la sélection, pour la sélection des étudiants en master 1. Avant de commencer, je voudrais remercier l'Université de Bordeaux, la faculté de droit et donc particulièrement l'équipe des Canals qui a permis cette campagne et ces rencontres en visio et ensuite rediffusion de la vidéo sur YouTube. Et je remercie également l'équipe administrative qui s'occupe de tout et parfaitement comme chaque année. Ce que je vous propose à tous, c'est tout d'abord, nous allons, Maître Dupré et moi-même, faire une petite présentation du master. Et ensuite, pour les étudiants qui sont présents, nous répondrons éventuellement à vos questions en direct. Voilà comment on va s'organiser. Alors, par où commencer? C'est toujours un petit peu compliqué. Vous êtes étudiant, vous posez des questions sur les masters, que choisir, etc. C'est une période assez stressante pour vous, on le sait, on le comprend. Euh, alors, avant de vous parler peut-être du master ingénierie juridique et financière des sociétés, il y a une autre question que vous vous posez, sans doute, c'est est-ce que je vais opter ou pas pour un master en droit des affaires? Il n'y a pas que le master ingénierie juridique et financière des sociétés à Bordeaux, il y a beaucoup d'autres masters. Et pourquoi est-ce que vous pourriez avoir intérêt à choisir un master en droit des affaires? Alors, l'argument principal que je vais reprendre, qui est évident, c'est le fait qu'en droit des affaires, on a des débouchés et potentiellement un niveau de rémunération intéressant. Alors, je vous dis ça euh, sans pour autant que ce soit un élément essentiel pour un choix professionnel, mais c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. On peut très bien, et c'est tout à fait respectable, et je le comprends personnellement, choisir une autre branche, même si finalement où ce sera plus difficile de trouver du travail, où on sera moins bien payé, etc. Voilà, on a envie de travailler, de rendre service dans un autre domaine et de travailler pour l'intérêt de la société, je le comprends tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a ces avantages-là, c'est une question que vous êtes en droit de vous poser à votre âge, c'est qu'est-ce qu'il en est effectivement de la facilité ou pas pour trouver un travail et du niveau de rémunération. Alors, vous avez un petit peu partout des études qui sont relatives au niveau de rémunération des juristes en droit des affaires, dans des journaux bien connus comme les Échos, etc. Donc, vous pourrez chercher ces études statistiques où on vous expliquera la différence de rémunération entre un avocat dans tel domaine et un avocat en droit des affaires, par exemple, ou même un juriste en entreprise, combien touche en moyenne un juriste en entreprise. C'est une question vraiment importante parce que on sait que dans certains secteurs, même par exemple concernant les avocats, il y en a beaucoup qui ne touchent que le salaire minimum ou même moins parfois, certains peuvent être au RSA et c'est les questions qu'on doit se poser avant. Est-ce que je vais pouvoir gagner correctement ma vie ou pas? Alors ici, il faut pas non plus raconter tout et n'importe quoi aux étudiants. C'est pas parce que vous partez en droit des affaires que votre avenir sera assuré. Absolument pas. Il y a forcément des juristes qui ont des diplômes en droit des affaires, qui n'arrivent pas à trouver de travail ou alors qui sont mal rémunérés, forcément ça existe. Donc ce n'est pas une assurance absolue, loin de là. Mais il y a tout de même une réalité qui est que bon, on est mieux rémunéré en droit des affaires que dans d'autres domaines, et ça c'est vrai. Le fait que ça n'a rien d'automatique ou qu'il y ait des différences de rémunération importantes vient de quoi? Bien, vient du fait que on n'a pas tous le même degré d'investissement, et ça peut se comprendre pour des raisons familiales ou autres. Et puis, on n'a pas tous le même niveau. C'est que celui qui est vraiment fort en droit, etc., eh bien, pourra être mieux rémunéré. Celui qui a obtenu un diplôme en droit et qui se lance dans le droit des affaires, mais qui n'est pas forcément tout à fait au point, ben, ça va être plus compliqué pour lui. Donc, ça, c'est quelque chose d'important et je vous le dis tout de suite pourquoi. Parce que chaque année, et ça a déjà commencé, j'ai parfois des demandes, j'ai souvent et même chaque année, des demandes de la part d'étudiants qui sont dans une autre filière ou de personnes qui ont fini leurs études il y a 1, 2 ou 3 ans et qui se disent, bah, j'ai une balle à trouver du travail, en fait, il faudra que je fasse du droit des affaires, et qui disent, ah, est-ce que je peux intégrer le Master 2, l'IFS? C'est compliqué, en fait, on ne peut pas s'improviser spécialiste de droit des affaires. On ne peut pas dire, alors qu'on a une autre formation, dire, ah bah finalement, je fais du droit des affaires.
Ça marche pas comme ça. Il y a effectivement une formation sur le fond à suivre, alors qui commence en licence 3, mais qui se poursuit en master 1, master 2. Et voilà, on ne peut pas s'improviser spécialiste de droit des affaires. Alors, parfois, il y a des personnes que j'accepte dans le master 2, bien entendu, mais il faut comprendre qu'une fois qu'on a fait un choix, il est vraiment très difficile de se réorienter plus tard, et on ne peut pas s'improviser juriste en droit des affaires. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, toujours à propos de ces inquiétudes, en tout cas ces questionnements que vous devez avoir sur votre avenir, j'insisterai sur le fait qu'en droit des affaires, et c'est particulièrement vrai pour le master ingénierie juridique et financière des sociétés, il existe des débouchés, même en dehors de la profession d'avocat. Souvent, l'étudiant se dit, bah, c'est avocat ou rien. Bah, en fait, non, on peut être avocat, mais avocat, c'est un métier très particulier. Et Maître Duprat pourra vous l'expliquer, vous en parler. C'est un métier très particulier qui ne convient pas à tout le monde. Et il existe, en fait, de nombreux postes de juristes, on y reviendra un peu plus tard, qui sont accessibles, en faisant du droit des affaires. Voilà. Avocat, ça n'est pas la seule issue possible, très loin de là. Je dirais que à la sortie du master, on a une majorité des étudiants qui ne deviendront pas avocats et qui ne cherchent même pas, certains, à passer l'examen et qui veulent être juristes en entreprise. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes à la recherche d'un master aujourd'hui, que vous vous posez des questions, et vous aurez jusqu'au mois de juin pour vous décider, alors il vous reste quelques mois encore, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Alors bien entendu, la première chose, c'est qu'est-ce qui vous plaît? Il vaut mieux travailler dans un secteur qui vous plaît, on est tout à fait d'accord, donc c'est la première question. Ça vous permet d'éliminer un certain nombre de choses. Et ensuite, qu'est-ce qui vous plaira et qu'est-ce qui vous conviendra, mais dans 5, 10 ans, 15 ans. Ce qui n'est pas la même chose que qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui à la faculté. Ce sont hélas deux choses différentes. Et donc, voilà, étudier une matière qui vous plaît mais qui n'a pas de débouché, bah, c'est quand même problématique. Donc, vous êtes obligé, même si c'est compliqué, de vous projeter dans 5 ou 10 ans, etc., en disant quels sont les débouchés et qu'est-ce qui me plaira comme profession dans 5 10 ans. Même si vous ne connaissez pas encore les professions en question, vous êtes obligé de vous poser cette question. Alors, je dis souvent à mes étudiants en L3, mais c'est vrai. Profiler, ça donne envie à tout le monde, enfin à beaucoup de monde, mais profiler, ça n'existe pas, tout simplement. Ça n'existe pas, ça n'existe pas en France, et donc on peut continuer à regarder des séries, à aimer ces séries, mais après il faut être quand même réaliste et regarder ce qui se fait ou pas, ce qui existe ou pas comme débouché. Voilà, alors maintenant on va procéder à une présentation un peu plus historique du master IJFS, on va rentrer un petit peu dans les détails. Il faut que vous sachiez que le master ingénierie juridique et financière des sociétés, il a été créé, alors j'arrête de compter parce que ça me vieillit chaque année, il y a plus de 10 ans, mais on est peut-être à 15 ans, je ne sais plus. Donc il a été créé donc, il y a plus de 10 ans à l'initiative conjointe du professeur Bernard Saint-Ourens et du bâtonnier Philippe Duprat. Et ben, je vais céder la parole au bâtonnier Duprat qui va vous expliquer pourquoi ce diplôme a été créé, qu'est-ce qu'il avait en tête il y a maintenant plus de 10 ans, et les évolutions que la formation a pu connaître depuis. Philippe, je te laisse la parole. Merci. Alors, pour répondre très concrètement à la question mathématique que vient de poser Philippe Amy, le diplôme a été créé en 2009, donc en fait ça fait 16 ans. Oh, c'est douloureux. Donc ça nous vieillit tous les jours un peu plus, mais c'est pour la bonne cause. Alors, c'est vrai que à l'origine, ce diplôme a été créé à la suite d'une discussion que nous avions eue, mon ami Bernard Saint-Ourins et moi-même. Il était à l'époque professeur en activité et directeur de l'IRDAP, et moi j'étais bâtonnier du barreau de Bordeaux. Et on avait fait un triple constat. On avait fait d'abord le constat qu'il n'existait aucune formation conjointe entre l'université et le barreau. Université, qui est le lieu de l'enseignement et de la recherche avec ses professeurs et ses maîtres de conférences, et le barreau, qui est en fait un lieu d'application des enseignements et des recherches préalablement effectuées, et qui est aussi une sorte de laboratoire, parce que notamment les avocats, vous verrez lorsque vous exercerez cette profession, que l'on vous demande souvent de trouver des solutions originales pour répondre à des problèmes qui se posent et que la loi n'a pas nécessairement réglés. Et par conséquent, comme la loi ne les a pas réglés, on n'a pas toujours la formation et on n'a pas toujours les enseignements nécessaires pour de répondre aux problématiques qui se posent. Donc, il nous était apparu nécessaire, dans un premier temps, d'essayer de concevoir une formation qui soit conjointe pour essayer de répondre précisément à ce besoin particulier.
Le deuxième constat que l'on avait fait, c'est que certes, il existait à l'époque déjà des formations en droit privé général, en droit des affaires, en droit pénal, mais il n'existait pas de formation qui soit fondée sur l'étude complète d'une opération unique, d'un concept unique. Or, c'est l'originalité du master que l'on propose aujourd'hui, c'est que vous verrez que ce qui est l'objet d'étude dans ce master, c'est une seule et unique opération. Comment est-ce que je fais pour acquérir une entreprise via généralement l'achat de titres sociaux? Et vous verrez que cette opération, elle nécessite une multitude d'interventions, une multitude de recherches. Elle est décomposée en plusieurs séquences. Et c'est ce parcours qui nous intéressait de mettre en œuvre pour pouvoir effectivement euh, bien démontrer que c'était important d'avoir une formation complète et générale sur ce type d'intervention. Et puis le troisième constat que l'on avait fait, c'est qu'il n'existait à l'époque aucun modèle de nature économique qui puisse à la fois allier la formation à destination des étudiants et la formation à destination des professionnels, qui puisse fonctionner selon des modalités qui permettaient à tout le monde d'accéder aux cours dans des conditions convenables et qui puisse faire une place au stage et à l'alternance. Et de fil en aiguille, on n'a pas mis très longtemps pour concevoir ce diplôme, puisqu'en réalité, on l'a conçu, on en a proposé la maquette aux autorités compétentes, et 3 mois après, on avait l'habilitation. On nous avait d'ailleurs promis que l'idée était bonne, mais que ça prendrait plus de temps, donc on était très content d'avoir réussi ce pari en 3 mois. Et donc, on a proposé cette formation. Alors, quelles en sont aujourd'hui les caractéristiques? Eh bien, elles maintiennent l'idée que l'on a essayé plutôt bien, je pense, de répondre à la première insuffisance qui était qu'il n'y avait pas de formation conjointe université-barreau, puisque vous le découvrirez, c'est une formation qui est dispensée de manière à peu près paritaire entre les universitaires et plusieurs de mes confrères qui consacrent du temps à des enseignements à destination des étudiants. Nous avons également bien, je crois, réalisé le programme d'enseignement puisque l'opération qui est décrite, qui est donc celle de la reprise d'entreprise par l'acquisition de titres sociaux au fil du temps, a été complètement décomposé, complètement découpé en modules d'enseignement. Et aujourd'hui, on a un panel tout à fait complet de tout ce qu'il faut faire pour parvenir à l'objectif, qui est en réalité un objectif assez simple et qui est celui dont vous saisiez un client ordinaire qui vous dit, ben voilà, j'ai un peu d'argent à consacrer à une opération qui me ferait plaisir de réaliser, je voudrais racheter telle entreprise, comment je dois faire? Et puis, nous avons également, alors on avait été à l'époque des précurseurs, maintenant ça paraît tout à fait acquis, mais nous avons organisé un modèle économique et administratif qui permettait à la fois, et qui permet toujours à la fois, à des professionnels et à des étudiants de s'agréger dans une même communauté, de suivre les enseignements, de le faire dans le cadre d'un emploi du temps qui est aménagé. Alors, faut être extrêmement modeste. C'est essentiellement au cours du soir de 17 à 20 heures. C'est parfois le samedi matin, quoique de plus en plus rarement, mais c'est parfois le samedi matin et ça permet comme cela de pouvoir suivre des conférences relatives à la formation dans des créneaux horaires qui sont le moins pénalisants pour celles et ceux qui ont par ailleurs une activité professionnelle, soit parce qu'ils vivent déjà d'une activité professionnelle, soit parce que ils consacrent une partie de leur temps à suivre les stages qui sont, comme dans tout master, obligatoires. Et à partir de là, eh bien, on a créé quelque chose qui aujourd'hui s'est, je crois, parfaitement installé dans le paysage de la formation universitaire. Alors, sous l'angle, bien entendu, du droit des affaires, mais avec un certain nombre de caractéristiques qu'il faut brièvement rappeler. C'est d'abord un diplôme dans lequel vous aurez besoin de faire autre chose que du droit des affaires. Donc c'est une vision qui est extrêmement transversale. Vous découvrirez, et ça c'est une des faiblesses parfois de l'université, c'est que le séquençage, pour ne pas dire le saucissonnage des formations en telle ou telle matière, ça permet parfois d'acquérir assez facilement des diplômes ou des grades universitaires, mais dans la pratique, vous ne pouvez pas envisager de le faire.
de faire du droit des affaires. Si vous ne faites pas du droit civil, du droit du travail, un peu de droit pénal, social, du droit de la sécurité sociale, du droit des successions, du droit des procédures collectives. Alors, il n'est pas question d'être spécialiste éminent dans tous ces domaines, mais il est quand même question d'avoir une formation extrêmement solide dans tous ces domaines pour pas trahir les intérêts du client, dit plus simplement et plus trivialement, pour ne pas dire de bêtises. La deuxième caractéristique, c'est que certes, vous allez apprendre forcément des choses nouvelles, mais l'apprentissage des choses nouvelles en droit, c'est tous les jours que ça se passe, et on n'a pas, à partir d'un certain stade, on n'a plus besoin de la fac. Par contre, vous allez devoir vous mettre à jour, vous allez devoir suivre l'évolution, et ce que vous apprenez à la fac, et c'est ça le plus important, et ce que vous apprenez surtout dans les masters 1 et dans les masters 2, et notamment dans ce master, mais c'est pas le seul exemple, ça existe dans tous les masters, c'est une méthode de raisonnement, une méthode de construction, et là aussi, pour dire les choses aussi simplement que possible et aussi compréhensiblement que possible, vous allez apprendre à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que sur une copie de droit, c'est pas si grave que ça, même si ça peut être quelque peu dévalorisant. Mais en pratique, mettre la charrue avant les bœufs, c'est se tromper, c'est commettre des erreurs, c'est engager sa responsabilité et c'est ensuite indemniser le client qui n'a pas le produit fini auquel il était en droit d'escompter. Donc c'est ça que vous allez apprendre. Et la troisième caractéristique, comme l'a très bien expliqué Philippe, c'est que ce diplôme va vous donner un certain nombre de débouchés et va vous offrir un certain nombre de débouchés. Alors entendons-nous bien, c'est pas parce que vous allez être diplômé en fin de parcours et que vous allez obtenir le fameux sésame que l'on remet dans le cas d'une petite cérémonie que vous allez tout de suite devenir avocat. Mais ça va vous permettre de vous présenter sur le marché, entre guillemets, de l'emploi des juristes de haut niveau, comme pouvant prétendre devenir avocat, mais également notaire, juriste d'entreprise, cadre de banque dans certains secteurs qui sont les secteurs de la restructuration, mais également chez les commissaires aux comptes, dans les sociétés d'audit. Ça vous donne donc quelque chose qui est un panel extrêmement large d'accès au marché de l'emploi. Et ce que je peux vous dire, c'est que avec le temps, puisque je suis encore en exercice pour quelque temps encore, mais avec le temps, je vois deux choses. La première, c'est des étudiants qui sont devenus mes confrères, et qui me le rappellent, ce qui me permet aussi de leur rappeler en leur disant que peut-être qu'ils ont oublié ce qu'on leur avait appris sur tel ou tel point, mais ça c'est le privilège de l'âge et de l'ancienne fonction qui fait ça. Mais ce sont des étudiants qui sont devenus des avocats et on voit sur les papiers en tête fleurir de plus en plus fréquemment le fait que les gens sont diplômés de ce master. Ce qui veut donc dire qu'il a une réelle consistance, il a une réelle implication concrète et il a une réelle plus-value sur le monde du travail, sur l'activité concrète des avocats et du barreau. Après, faut être clair, c'est un troisième cycle, comme n'importe quel autre troisième cycle. On peut s'y inscrire, mais c'est pas l'inscription qui fait le diplôme. Il faut travailler, il faut développer des recherches personnelles. Il y a une part d'investissement personnel qui est le propre de ce type de parcours. Et si vous ne voulez pas y consacrer le temps et l'énergie nécessaires, on ne peut pas promettre que tout ira bien. Alors, peut-être que vous arriverez néanmoins à être diplômé, mais l'exercice, ça ressentira parce que dans ce métier, alors ça je peux vous le dire de manière absolument certaine, après pratiquement 42 ans d'exercice, il n'y a que quelques places qui doivent être visées dans une carrière professionnelle, se situent généralement en haut du tableau et en haut du panel. Et il n'y a que comme ça, d'ailleurs, que l'on survit. C'est la meilleure des publicités fonctionnelles que vous puissiez vous faire, c'est d'être compétent. Et pour être compétent, mais il faut travailler, il faut être à jour. Donc, c'est tout ça qui vous est proposé dans le cadre de ce master. Et à partir de là, ben, les choses se déroulent de manière tout à fait classique, je dirais tout à fait sympathique. Chacun fait ce qu'il a à faire. Il faut remercier les universitaires d'avoir joué le jeu de ce rapprochement parce que il y a 16 ans, le rapprochement entre l'université et le monde professionnel, qui pour certains d'entre nous était une évidence déjà, n'était pas du tout acquis. Il n'est pas certain que dans quelques esprits aujourd'hui, ça soit encore acquis, pour des raisons
sûrement respectables, mais que personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Donc, il faut les remercier d'avoir accepté de se lancer dans cette formation. Il faut remercier ceux de mes confrères qui participent à cette formation parce que c'est pas l'activité, à part quelques-uns, c'est pas l'activité prédominante de leur parcours professionnel et ils font ça en plus à côté pour un investissement qui est souvent disproportionné par rapport au retour qu'ils peuvent en avoir. Mais c'est pas un retour financier qu'ils cherchent, c'est pas un retour financier que l'on espère, c'est un retour en forme de transmission, d'enseignement et de formation de ceux qui ont vocation un jour ou l'autre à nous succéder. Et puis, il faut remercier bien sûr toute la structure universitaire, administrative, les gens qui participent à la mise en place de l'organisation, que vous ne voyez pas, que vous ne verrez jamais, mais sans lesquels on ne fonctionne pas. Et à partir de là, moi je suis très heureux, après l'avoir co-dirigé avec Bernard Santourens, de le faire avec le professeur Philippe Hémy, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie et d'amitié, et qui fait ça très bien, et qui fait ça de manière tout à fait, je dirais, avec des caractéristiques tout à fait humaines et tout à fait sympathiques au bon sens du terme pour les étudiants, parce qu'il est proche des préoccupations des étudiants. Tout ça fait que nous sommes devenus, je crois, très attractifs. Autrefois, parce qu'au bout de 16 ans, on peut quasiment faire la distinction entre autrefois et maintenant, nous avions des candidatures qui étaient celles d'étudiants locaux de la fac de droit de Bordeaux, de quelques professionnels bordelais, mais pas plus. Aujourd'hui, nous avons des gens qui arrivent de toutes les universités françaises. Il y a peu de temps, un de mes confrères m'a téléphoné du barreau de Strasbourg en m'indiquant s'il pouvait, en souhaitant savoir s'il pouvait s'inscrire à cette formation, savoir s'il pouvait suivre l'intégralité des cours par visioconférence, ce qui dans le principe ne pose pas de problème insurmontable. Et nous avons également des relations avec des étudiants étrangers qui viennent étudier ces matières dans le cadre de ce qu'on leur propose, soit parce qu'ils sont investis dans ce domaine-là, soit parce que ça leur plaît plus particulièrement, et qui viennent en France pour des considérations d'attractivité, quelquefois parce que ils connaissent les situations un peu difficiles dans leur propre pays, et que la tradition universitaire française et bordelaise est d'accueillir ces gens dès l'instant que ils jouent le jeu d'une participation effective et active aux enseignements qui leur sont proposés. Je pense notamment à ces étudiants libanais que l'on accueille régulièrement, mais il y a également des étudiants des pays de l'Est qui viennent régulièrement. Je crois qu'il y a 2 ans, on avait une étudiante qui était une Moldave, et je lui avais fait la réflexion, mais madame, mademoiselle, de quelle région française êtes-vous? Vous avez un petit accent charmant. Et elle m'a répondu, non, non, je suis moldave et il y a 6 mois, je ne parlais pas du tout le français. Ce qui, effectivement, est déjà un signe de très grande capacité à pouvoir appréhender tout un tas de choses totalement extérieures à sa propre culture. Voilà, c'est tout ça que l'on vous propose, c'est tout ça que l'on met à votre disposition. On fait au mieux, on essaye nous aussi d'actualiser, d'améliorer, de proposer ce qui est non pas au goût du jour, mais ce qui est la dernière, je vais dire nouveauté, mais c'est peut-être mal exprimé, ce qui est la dernière obligation d'être à jour pour pouvoir avoir des enseignements qui soient effectifs et efficaces. Et encore une fois, sur le terrain concret de l'activité professionnelle, c'est extrêmement porteur. Alors pour compléter, j'en termine par là, une observation de Philippe Hémy, avocat, oui. Je suis de ceux qui pensent que la profession d'avocat a beaucoup de progrès à faire aujourd'hui pour se structurer et être à jour des évolutions sociologiques, politiques, économiques, technologiques. Il y a encore beaucoup à faire et il est urgent de faire beaucoup, voire différemment, mais que ça ne vous décourage surtout pas à titre individuel de devenir avocat. Est-ce que vous gagnerez bien votre vie? Sûrement. Sous deux conditions. La première, c'est que vous ayez conscience que le salaire médian français d'un avocat français de 4 000 euros, ce qui veut dire qu'il y a la moitié de la profession qui gagne moins de 4 000 euros et qu'il y a la moitié de la profession qui gagne plus de 4 000 euros.
et qu'entre la rémunération la plus basse et la rémunération la plus élevée, l'écart va de 1 à 200 ou 300, il y a à Bordeaux une cinquantaine ou 80 confrères qui doivent être au RSA. Mais inversement, vous avez en France des gens qui gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros par an, ce qui, je vous laisse imaginer ce que ça représente déjà en rémunération mensuelle. Mais de ce point de vue-là, il faut être modeste. On peut bien gagner sa vie en étant avocat, c'est un fait, mais on ne fait pas fortune pour l'unanimité d'entre nous. Et on ne fait pas 35 heures, si ce n'est en 2 jours parfois. Donc voilà ce que l'on peut vous dire. Pour ma part, je suis toujours à la disposition des étudiants qui cherchent des renseignements, des étudiants auxquels je fais cours dans ce master et d'ailleurs dans quelques autres. J'essaye de le faire de manière simple, avec proximité. On est là surtout pour vous transmettre, pour vous apprendre des choses, pour aider, ce qui, bien entendu, se fait néanmoins dans un esprit où chacun doit tenir sa place. Et personnellement, moi, j'y tiens. Chacun à sa place. Et comme l'on dit à la campagne, les vaches sont bien gardées. Voilà ce que très simplement, je peux vous dire sur l'historique, l'état d'esprit et ce que l'on fera si vous nous faites le plaisir de pouvoir être intégré et suivre nos enseignements dans quelques semaines. Voilà, si vous avez des questions, j'y réponds tout à fait volontiers dans la mesure où je peux le faire et je remercie encore une fois Philippe de l'implication qui est la sienne en tant qu'universitaire qui ne se contente pas de faire ses cours, de corriger des copies. Il y a tout le reste autour. Ça ne se voit pas, mais croyez-moi, il y travaille beaucoup, il y consacre beaucoup de temps et il est la cheville ouvrière absolument indispensable de ce master. Je ne fais que le co-aider dans la mesure de ce que mon activité par ailleurs professionnelle me permet de faire et d'apporter à ses côtés, qui est peut-être une certaine diversité, puisque on fait intervenir des gens qui donnent une ouverture d'esprit, pour vous en citer deux, parce que ça s'est fait cette année. On fait intervenir un ancien confrère qui est un ancien député qui vient régulièrement faire une conférence sur ce qu'est le blanchiment, non pas le blanchiment, mais la lutte contre le blanchiment. Et c'est quelque chose de très particulier. Et puis prochainement, on fera intervenir un ancien magistrat bordelais, parisien, international, qui viendra faire une conférence sur la justice internationale. On essaie autant que possible de donner une ouverture d'esprit en lien avec ce que l'on fait. Voilà, je suis maintenant à votre disposition pour continuer ou transformer ce monologue en discussion. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je vais poursuivre la présentation en reprenant un certain nombre de questions que les étudiants se posent souvent, donc ça me permet d'y répondre tout de suite. Certains points que Philippe a déjà abordés et que je vais éventuellement reprendre ce qu'il a dit ou compléter, et puis des détails techniques de nature administrative. Et je vais vous expliquer tout ça. Alors peut-être commencer par l'intitulé du diplôme, ingénierie juridique et financière des sociétés. C'est quelque chose qui parfois fait un petit peu peur parce que ce sont des termes un petit peu complexes. Et, mais finalement, on a conservé cette appellation parce que, ben, notamment dans la procédure de mon master, ça me permet, à mon avis, de tenir écarté un certain nombre d'étudiants qui vont candidater partout et à tout et à n'importe quoi sans savoir ce qu'ils veulent. Et là, si l'intitulé leur fait un petit peu peur, c'est peut-être pas plus mal parfois, s'ils font pas l'effort de rechercher ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie juridique et financière des sociétés? Eh bien, Philippe vous l'a expliqué, donc ça tourne essentiellement autour de la cession de la société, on va transmettre une entreprise, mais en fait on va s'intéresser à la société à tous les stades, au niveau de la constitution de la société, tout d'abord, c'est une première chose, bien entendu, ensuite au niveau du fonctionnement de la société, et bien entendu la question du développement économique et financier des sociétés. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions. Ça inclut beaucoup de choses et ça inclut quoi? Alors, sans être exhaustif, mais pour vous donner une petite idée, pour aller au-delà des termes, donc il y a la question de la création de la société. Il y a beaucoup de questions à se poser quand on crée une société. Quelle forme sociale? Quelle relation on va organiser entre les associés? Et puis peut-être, avant tout, quel est le statut fiscal et social, j'insiste, pour le dirigeant? Ce sont des questions très importantes.
Ensuite, bien entendu, à titre principal, les sessions de contrôle d'une entreprise. Et là, Maître Duprat vous l'a expliqué, il y a énormément de questions qui se posent. On croit que c'est une opération unique, mais il y a tellement de choses, tellement de questions. Il y a des audits pré-acquisition dans des matières extrêmement différentes, en matière financière, en matière pénale, en matière environnementale. Donc, pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans la société qu'on voudrait racheter. Et puis, ça entraîne la rédaction de nombreux actes. C'est une opération qui, en fait, s'étire vraiment dans la durée. Euh, et puis, on veut racheter une entreprise, très bien, mais comment est-ce qu'on va faire pour financer ce rachat? Avec des techniques particulières de recours au capital investissement, LBO, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ça. Des opérations de restructuration, de croissance externe, donc les fusions, les scissions, etc., les apports partiels d'actifs, bien entendu. Des opérations particulières comme les opérations sur capital, les émissions d'obligations, de titres spécifiques, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser. Les groupes de sociétés, les opérations internationales qui ont leur importance, c'est certain. Et puis, on voit aussi d'autres opérations, j'allais dire plus modestes, mais qui sont en fait essentielles. Quand vous avez comme client un entrepreneur, une société, etc., vous n'intervenez pas que lors des opérations extraordinaires, vous gérez aussi le quotidien de la société. Ça veut dire tous les sens, s'occuper des assemblées générales, de l'approbation des comptes, etc. Et c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, et c'est quelque chose de très technique en fait. Bien entendu, à toutes ces questions, juridiquement, on doit rajouter les questions de fiscalité. À chaque fois, la fiscalité a un rôle essentiel dans ces opérations. Alors, voilà finalement l'objet même du diplôme, mais en fait, c'est beaucoup plus large. Maître Duprat vous l'a expliqué, il y a ici la nécessité de maîtriser d'autres matières que le droit des affaires, que le droit des sociétés, ça c'est certain. Alors, il faut comprendre que les opérations dont on parle, elles ne font pas intervenir que des juristes. Et je dirais même que le juriste intervient un petit peu après les autres. C'est-à-dire qu'il y a d'autres professionnels qui traitent de ces questions. On va transmettre une entreprise, très bien. Et donc, vous avez des auditeurs, des experts comptables, des analystes financiers qui vont venir, qui interviennent. Et ensuite vient le temps du juriste. Ça veut dire quoi? Parfois, vous pouvez avoir une certaine concurrence avec certains professionnels. Les experts comptables peuvent faire des opérations que font aussi les avocats dans certains cas. Mais le plus souvent, vous avez une sorte de collaboration qui se met en place, c'est-à-dire que vous avez les non-juristes, les professionnels du chiffre, par exemple, les auditeurs, et les juristes qui vont travailler sur la même opération. Et il est essentiel de comprendre ici qu'il faut, quand on est juriste, comprendre ce que veulent, ce qu'attendent justement les professionnels du chiffre. Ça veut dire que sans devenir un expert, il faut quand même avoir une bonne connaissance de certains mécanismes, les aspects comptables, les aspects financiers de l'entreprise. C'est quelque chose qu'il faut comprendre parce que on attend de vous que vous puissiez transcrire ces exigences en termes juridiques. Et c'est pour ça que dans le master, vous avez des cours spécifiques de comptabilité, d'évaluation d'entreprise, etc. Et des liens qui sont faits par les professionnels en cours entre ce qui est juridique et ce qui ne l'est pas, d'un point de vue strict en tout cas. Et puis, même si on prend uniquement la sphère juridique, il faut comprendre que là aussi, on ne se limite pas au droit des sociétés. Alors, Maître Duprat vous l'a expliqué. Ce qui est certain, c'est que, moi je dis toujours aux étudiants, le droit des affaires, c'est avant tout du droit des contrats, du droit des obligations. Et c'est du droit des contrats appliqués. Donc, le droit des contrats, le régime général de l'obligation, etc., c'est quelque chose qu'il faut maîtriser et ça paraît un peu abstrait en deuxième année. Et en master 2, s'aperçoit que c'est extrêmement concret et extrêmement utile. Et bien entendu, on a recours à d'autres branches du droit, alors, droit du financement, droit des sûretés, forcément. Droit fiscal, j'en ai déjà parlé. Le droit des entreprises en difficulté, c'est quelque chose d'important qu'il faut maîtriser. Et puis d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais le droit patrimonial de la famille est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser si on veut faire du droit des sociétés, si on veut ça, comprendre les implications d'une transmission d'entreprise. Et puis encore d'autres choses, certains aspects du droit social, forcément, du droit pénal. Voilà. On est obligé de toucher finalement à différentes branches du droit, et ce sont des choses que qu'on voit en master 1 et également en master 2 sur des aspects très précis. Alors, le diplôme, il a été créé, Maître Duprat vous l'a expliqué, pour former des professionnels. Alors, soit des professionnels au début du diplôme, il y a 16 ans maintenant, des gens qui étaient déjà professionnels, et aujourd'hui, des étudiants qui vont devenir très rapidement des professionnels. Et ça veut dire que il faudra apprendre à manier deux choses. Tout d'abord, pour s'adapter à la pratique, il faut être capable d'innover. Voilà, on s'adapte.
on est flexible. Et en même temps, il est indispensable d'assurer la sécurité juridique des opérations. Donc c'est un mélange des deux, de la flexibilité et de l'imagination au service de la stratégie financière d'une entreprise ou de la carrière d'une entreprise. En même temps, le juriste, il est là pour éviter les risques, de quelque nature qu'ils soient. Donc anticiper sur de futurs risques. Et ça nous donne alors, des situations pratiques qui sont vraiment très intéressantes. C'est que oui, bien entendu, il y a une partie du métier, comme dans tous les métiers, où il y a des choses qui reviennent de façon fréquente, mais on doit aussi, dans un certain nombre d'hypothèses, faire du sur-mesure. Faire du sur-mesure, c'est-à-dire, il y a un besoin très spécifique, et c'est pas l'acte type qui permettra de répondre à ce besoin spécifique. Donc ça, c'est important, et c'est ce qui fait, à mon avis, tout l'intérêt de cette branche spécifique. Droit. Alors au niveau des débouchés, alors question que vous vous posez, mais Maître Duprat a répondu en grande partie à la question, vous avez bien entendu la possibilité de devenir avocat spécialisé en droit des affaires, en droit des sociétés, en droit des restructurations, etc., bien entendu, mais vous avez aussi des postes de juriste d'entreprise, je vous l'ai dit, la majorité des étudiants ne seront pas avocats, et beaucoup d'ailleurs ne tentent même pas, alors, il y en a qui tentent bien entendu le- l'examen chaque année, mais un certain nombre ne le tentent pas et souhaitent devenir juriste en entreprise. Donc, juriste en entreprise, il y a beaucoup de choses à faire en droit des sociétés. On peut remarquer que, par exemple, les cabinets d'expertise comptable sont très friands du diplôme parce que ça correspond exactement à leur activité. Et tous les cabinets d'expertise comptable ont maintenant leur juriste ou même leur pôle juridique. C'est quelque chose d'indispensable. Il y a aussi ben, les mandataires judiciaires pour certains étudiants, les cabinets d'audit, bien entendu les directions juridiques et financières de sociétés un peu importantes. Et puis des choses plus particulières, vous avez des structures dans le financement participatif, les fonds d'investissement, les banques, puisque l'ingénierie juridique et financière, ça fait partie des activités connexes à l'activité bancaire. Donc les étudiants en Master 2 apprennent que oui, dans certains cas, l'activité des banques, l'intervention des banques est absolument indispensable. L'ingénierie patrimoniale, d'une façon plus générale. Donc, de nombreux débouchés en dehors même de la profession d'avocat. Ensuite, qu'est-ce que je peux également vous apporter comme précision? Une question que se posent souvent les étudiants, alors c'est une question d'étudiants, mais c'est important d'y répondre, c'est de savoir, quand on lit l'intitulé du diplôme, ingénierie juridique et financière des sociétés, est-ce que c'est pas trop spécialisé? Alors c'est une question qu'on se pose légitimement en licence 3, mais il faut comprendre que non. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'avoir un master 2. Et avoir un master 2 spécialisé, c'est essentiel si on veut rentrer, en tout cas très rapidement, dans la vie, dans la vie professionnelle. Alors, il faut que vous compreniez tout d'abord que en master 1, tous les étudiants de droit des affaires en master 1 à Bordeaux, il y a, je sais plus, peut-être 7 master droit des affaires à Bordeaux, tous les étudiants sont réunis ensemble dans un amphi. Alors, tout le monde n'a pas exactement les mêmes matières obligatoires principales, ni les mêmes petites matières, etc. Mais c'est tout de même un cadre classique où effectivement on a les cours dans la journée avec les TD, etc. Donc, en ce sens, vous ne faites pas en master 1 que du droit des sociétés. Vous en faites, mais vous ne faites pas que ça. Pour ce qui est du master 2, alors là, effectivement, on se spécialise davantage, c'est certain, mais ça me semble absolument essentiel d'avoir justement un master spécialisé en master 2. Pourquoi? Parce que finalement, si on reste sur un master 2 très généraliste, ça fait un master 1 bis et ça n'apporte pas grand-chose. Les professionnels, ils attendent des diplômes qu'on propose aux étudiants une formation très pointue. Même si plus tard, finalement, vous ne travaillerez peut-être pas dans le domaine, vous allez peut-être bifurquer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles en droit. Eh bien, même si vous ne travaillez pas dans le domaine, il faut que vous compreniez que avoir un master spécialisé, ça donne confiance aux employeurs parce que ils comprennent que vous avez mis un pied, voire même deux pieds la plupart du temps dans l'entreprise et pour eux, c'est l'essentiel. Alors, je reviens un petit peu dans le détail maintenant sur la formation en Master 1 et Master 2. En Master 1, je vous l'ai expliqué encore une fois, tous les étudiants en Master droit des affaires sur Bordeaux sont réunis dans un amphi. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes matières fondamentales ou les mêmes matières complémentaires. S'agissant du master que l'on vous présente aujourd'hui, eh bien, vous avez en matière ATD, tout d'abord, le droit fiscal sur 2 semestres, matière ATD. Et ensuite, vous avez également droit spécial des sociétés au premier semestre et procédure collective au second semestre.
Voilà ce qui est proposé aux étudiants sur les matières principales. Sur les matières complémentaires, vous avez des choix, mais qui correspondent à des éléments qui vous seront utiles pour la suite. S'agissant du Master 2, eh bien, c'est un Master 2 qui, dès sa création, s'est voulu comme professionnalisant, puisqu'encore une fois, lorsqu'il a été créé il y a maintenant 16 ans, déjà, eh bien, il n'accueillait à ce moment-là que des professionnels. Pendant quelques années, on n'avait accueilli que des professionnels. Donc, ce n'est pas qu'un terme, le terme professionnel, c'est la réalité, c'est l'ADN même de ce diplôme. Alors, s'agissant des cours, vous avez une maquette et vous pourrez voir le détail des cours. Il faut savoir qu'on est passé maintenant, il y a quelques années, de 200 à 300 heures de cours. Normalement, en gros, un Master 2, c'est 200 heures. Mais dans le cadre de l'alternance, on a ajouté des heures de cours, on est à 300 heures de cours. Pour le profil des intervenants, au départ, on était moitié-moitié universitaire et professionnel. Aujourd'hui, je pense qu'on est à un tiers universitaire et deux tiers professionnel parce que tous les cours qu'on a pu ajouter correspondent à des choses extrêmement précises, extrêmement pointues. Alors qu'un universitaire peut très bien vous expliquer, mais on se dit que c'est quand même beaucoup mieux si c'est quelqu'un qui pratique tous les jours ces choses très pointues qui viennent vous les enseigner. Alors, Maître Duprat vous l'a indiqué, on doit beaucoup à tous les professionnels qui interviennent chaque année dans le diplôme. Et très honnêtement, le diplôme ne pourrait pas fonctionner correctement sans leur présence. Ils viennent, encore une fois, c'est pas pour la faible rémunération que leur verse l'université, c'est pas pour ça. C'est vraiment ce souci de transmettre des connaissances à des étudiants, et puis en même temps, c'est l'occasion de leur parler de leur métier. Alors souvent avocats, mais pas uniquement. On a aussi quelques juristes en entreprise, des commissaires aux comptes, donc là, des experts comptables qui interviennent. Et donc, c'est important effectivement de donner cette vision professionnelle des choses aux étudiants, et ce qui explique que deux tiers des cours, à mon avis, en Master 2, soient réalisés par des professionnels. Alors non pas à mon avis qu'il faille opposer la théorie et la pratique, parce qu'en fait, si vous voulez être un bon praticien, il va falloir être un bon théoricien du droit en même temps. Encore une fois, quand vous devez rédiger un contrat, que vous devez manier le droit des contrats, le régime général de l'obligation, etc., si vous maîtrisez pas ces choses qui sont abstraites, votre contrat sera peut-être annulé pour telle ou telle raison. Donc les deux sont en fait extrêmement liés. Alors voilà pour les cours. Ensuite, toujours sur l'aspect professionnel, eh bien, depuis sa création, le diplôme propose des cours de fin de journée, donc 17h, 20h. Alors, au départ, ça tenait au fait que nous avions un public qui est composé essentiellement de professionnels, qui avaient une activité professionnelle la journée et qui venaient donc en fin de journée assister aux cours. Et puis, quand on a commencé à accueillir des étudiants classiques, dans le cadre du diplôme, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a décidé de conserver la même structure. Pourquoi? Pour permettre aux étudiants qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire l'immense majorité, d'être en entreprise en fait toute la journée. Légalement, le master n'exige qu'un stage de 2 mois qui doit être fait dans l'année, mais en fait, le, le placement des heures de cours permet de faire beaucoup plus. Alors ça nous a permis, depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, de proposer également aux étudiants de recourir à l'alternance. Alors, vous le savez peut-être, il y a deux modalités pour l'alternance. Il y a la professionnalisation, le contrat de professionnalisation, et l'apprentissage. Alors ça se ressemble, il y a quelques différences techniques, mais l'idée est quand même la même. On est en entreprise pendant à peu près toute l'année. Alors pendant longtemps, on a fonctionné uniquement avec le contrat de professionnalisation, mais à partir de la rentrée prochaine, on va proposer les deux, le contrat de professionnalisation et l'apprentissage. Alors pour une raison très pragmatique, c'est qu'en fait, il y a des aides de l'État qui sont aujourd'hui réservées à l'apprentissage, alors qu'avant, elles étaient également prévues pour le contrat de professionnalisation. Donc on s'est adapté, et dès la rentrée prochaine, pour les Master 2, les étudiants qui sont actuellement en Master 1 pourront bénéficier de la technique de l'apprentissage. En sachant que cette alternance, ça n'est pas une obligation. La flexibilité du diplôme, ça plaît beaucoup aux étudiants, et notamment en Master 2, vous avez des étudiants qui se disent quoi? Qui veulent devenir avocats et qui veulent présenter l'examen au mois de septembre. Le problème, c'est que s'ils sont en alternance jusqu'au mois de juillet, août, etc., ben, il leur reste 1 ou 2 mois pour présenter l'examen. Alors, je dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même extrêmement compliqué. Certains y arrivent, mais c'est quand même assez rare d'avoir, avec simplement 1 ou 2 mois de préparation, d'avoir le barreau. C'est quand même quelque chose qui est compliqué. Et c'est pour ça que certains étudiants préfèrent ne pas être en alternance, ce qui fait qu'ils vont suivre un stage, alors qu'il va aller de 4 à 6 mois. Certains commencent en septembre et s'arrêtent en décembre, ou en janvier et en février.
Ensuite, ils auront toujours les cours du soir. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en même temps, ils peuvent à ce moment-là, en janvier, février, quand ils le souhaitent, commencer une prépa. Et de cette façon, ils ont 8 mois facilement pour préparer l'examen d'entrée euh, à l'école des avocats. Donc, ils ont le temps nécessaire pour le faire correctement. Et en même temps, ils continuent à avoir du monde, ils viennent effectivement en cours et ils passent leurs examens au mois de mai tranquillement. Voilà. Alors, c'est quelque chose d'important, cette liberté qui est laissée aux étudiants, parce que c'est vraiment un point qu'ils apprécient à chaque fois. Qu'est-ce que je peux encore vous préciser? Alors, s'agissant des heures de cours, on était traditionnellement sur 3 fois par semaine, 17h-20h, sachant que début septembre, on a 15 jours de cours plein, du matin jusqu'au soir, pour prendre un petit peu d'avance. Ensuite, 17h-20h, et dans le cadre de l'alternance, en fait, on a, si je dis pas de bêtises, mercredi, jeudi, donc 17h-20h. Le vendredi, c'est potentiellement tout l'après-midi, de 14h à 20h, parfois c'est 14h, 17h, parfois c'est 17h, 20h. Et dans le cadre de l'apprentissage qui sera mis en place l'année prochaine, il y aura davantage de cours parce que pour être en apprentissage, il y a des cours, enfin des heures plutôt d'apprentissage qui s'ajoutent et qui auront lieu dans ce cas-là le vendredi matin. Donc, ceux qui seront en apprentissage sont pris normalement vendredi toute la journée et on ajoute mercredi, jeudi, 17h, 20h. Donc voilà, ça c'est d'un point de vue extrêmement pratique. Comment est-ce que ça se déroule? Une dernière petite précision, s'agissant des contrats de professionnalisation, on a mis en place depuis un certain nombre d'années la possibilité de suivre les cours par Zoom pour les étudiants qui trouveraient donc un contrat de professionnalisation en dehors de Bordeaux et qui ne pourraient pas revenir matériellement en fait assister aux cours. Donc ils peuvent suivre les cours par Zoom et ça peut concerner également des professionnels qui exercent dans une autre ville et qui voudraient suivre le master et suivre là aussi les cours par Zoom. Donc c'est une possibilité qui a été mise en place depuis quelques années et qui fonctionne plutôt bien. Voilà, donc l'objectif, encore une fois, c'est de vous permettre de travailler le plus longtemps possible pendant cette année de Master 2. Il y a des étudiants qui ont leur Master 2 et ont été en alternance toute l'année. Ça veut dire qu'ils ressortent avec une expérience d'1 an à temps complet, pas simplement 3 mois, enfin voilà, 1 an. Et c'est important pour des futurs employeurs. Et puis vous avez un certain nombre d'étudiants d'ailleurs qui sont employés, qui sont embauchés directement à la suite de leur alternance en Master. Maintenant, quelques mots, là aussi des questions très très pratiques que vous allez vous poser concernant la sélection, la procédure de sélection en master. Alors, juste très rapidement, pour la sélection en master 2, il est possible de candidater en master 2 quand on est déjà titulaire d'un master 1 ou d'un autre master 2. Alors, c'est quelque chose qui se fait sur une plateforme particulière qui est la plateforme e-candidat. Les dates ne sont pas encore annoncées, j'ai regardé hier, elles sont toujours pas annoncées, ce sera en avril-mai à mon avis qu'on pourra candidater. Et ce qui permet à des étudiants déjà titulaires d'un master d'intégrer le master 2. Ça permet également aux professionnels qui ont les diplômes nécessaires d'intégrer aussi le master. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. Alors le nombre de places est forcément limité parce que des étudiants qui sont en master 1 ont vocation à rentrer en master 2, ce qui fait que qui réussit à rentrer en master 2 directement, soit des professionnels encore une fois qui veulent se perfectionner dans la matière, c'est possible. Également, chaque année, on a des élèves avocats qui, dans le cadre de leur PPI, eh bien, suivent le master. Donc, on a ça chaque année. Et également, qu'est-ce qu'on a? Parfois, d'autres étudiants qui, la plupart du temps, en fait, ont déjà un master 2 et ont un dossier de très grande qualité. Et dans ce cas-là, on peut rajouter un ou deux étudiants. Mais encore une fois, ça suppose qu'ils aient déjà un master 2 et un dossier de très grande qualité parce que on ne peut pas se retrouver à 50 pour suivre les cours. Ce ne serait plus possible. Alors maintenant, la sélection DL3 pour rentrer en master, donc ça c'est le point qui vous intéresse le plus. Alors bien entendu, ça passe par l'intermédiaire de la plateforme nationale Mon Master que vous avez déjà découvert, je pense. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? On vous dit d'un côté, on a raison de vous le dire, ne candidatez pas partout et n'importe où, ça ne sert peut-être à rien. Mais en même temps, parfois vous avez un excès inverse de la part de certains étudiants, c'est-à-dire que certains étudiants ne vont pas suffisamment candidater. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, si je ne dis pas de bêtises, de candidater à 15 mentions, sachant que s'il y a plusieurs parcours dans une mention, ça vaut une seule candidature. Donc, si vous candidatez aux 6 ou 7 masters de droit des affaires à Bordeaux, ça compte simplement pour une candidature.
Alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est quoi? C'est de candidater donc à des choses qui vous intéressent. Si vous pensez que votre diplôme ne vous permet vraiment pas, mais alors là, il faut que vous soyez objectif, d'obtenir, enfin voilà, votre dossier vous permet pas d'obtenir tel ou tel master, bah, ça sert à rien de candidater. Ne perdez pas de temps à faire la candidature. Et en même temps, il faut candidater à suffisamment de masters pour prendre ses précautions. Alors tout dépend bien entendu de votre niveau de votre dossier. Et il faut que vous compreniez que je pense que c'est ce que tout le monde vous dira, tous les directeurs de master, que l'essentiel, c'est quoi? C'est le dossier. L'essentiel, c'est le dossier, c'est-à-dire que vous pouvez pas dire à un directeur, ah mais moi il faut me prendre parce que je suis particulièrement motivé. C'est quelque chose de très compliqué parce que tout le monde est censé être motivé. Et en fait, la motivation, elle se retrouve où? La motivation, elle se retrouve en fait dans les notes. Il arrive que j'ai des étudiants de Bordeaux que je connais, qui n'étaient pas motivés de l'année, qui à la fin m'envoient quand même une lettre en me disant, mais moi, je suis particulièrement motivé. Ben non, la motivation, en fait, je dis toujours à mes étudiants, et je reprendrai cette formule chaque année, la motivation, ça n'existe pas, il n'existe que des preuves de motivation. C'est comme l'amour. Voilà, il y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. La motivation, il y en a pas, il y a que des preuves de motivation. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre dossier. Donc, on va regarder vos notes de L3, bien entendu, premier semestre, deuxième semestre, si on y a accès, mais c'est difficile désormais. Note de L3, note de L2. Alors, priorité, bien entendu, au fondamental, c'est ça le plus important. Absence de redoublement, c'est quand même beaucoup mieux. On regarde si vous avez validé en première ou en deuxième session. Euh, il y a une chose que je peux vous dire, notamment pour les étudiants qui ne viennent pas de Bordeaux, c'est dans la mesure où vous l'avez, et c'est mieux si vous l'avez, de bien faire apparaître votre classement chaque année. Je sais qu'il y a des relevés de notes où parfois il y a le classement et d'autres où il y a pas le classement. Mais privilégier les relevés de notes avec le classement parce qu'en fait, les notes vont varier d'une faculté à une autre. Telle faculté, on aura beaucoup d'étudiants qui auront une mention assez bien. Ils seront très 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 nombreux. Et dans telle autre faculté, ben, les mentions seront beaucoup plus rares. Donc finalement, on ne peut pas se baser simplement sur les notes, s'agissant en tout cas des étudiants extérieurs. Il faut qu'on ait un autre élément et le classement. Ben, je suis tel rang par rapport à un certain nombre donc d'étudiants. Eh bien, le classement, c'est vraiment l'élément essentiel pour nous. Ensuite, préciser des choses qui peuvent être importantes. Si vous avez travaillé, mais vraiment travaillé pendant vos études, c'est pas simplement je fais un peu de babysitting le samedi soir, c'est pas ça. Pour ceux qui travaillent pendant la semaine, etc., et pour qui c'est compliqué, ben mentionnez-le. Alors, je vous garantis pas que tout le monde le prendra en compte, mais c'est pas la même chose que de faire ses études en travaillant, notamment à temps plein, ou en n'ayant pas à travailler à côté. C'est pas la même chose. Et puis, si vous avez eu des problèmes de santé importants, vous pouvez le mentionner. Alors, ça, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas, et d'expliquer éventuellement les problèmes en question. Ensuite, question traditionnelle de la part des étudiants, c'est qu'est-ce qui se passe euh, au niveau de l'examen des dossiers? Est-ce qu'on privilégie ou pas les étudiants locaux ou pas? Alors en fait, c'est la même chose partout en France. C'est que d'une certaine façon, oui, on regarde toujours de plus près les dossiers locaux parce que statistiquement, ce sont les étudiants, par exemple de Bordeaux, qui vont venir le plus souvent à Bordeaux. Si je prends des étudiants de Lyon, par exemple, si j'en classe 30, il n'y en a peut-être aucun qui viendra. Si je classe 30 Bordelais, j'en ai 20 qui viendront. Donc, c'est important et surtout, ça tient à quoi? Alors, je peux pas vous expliquer techniquement, ça me prendra un quart d'heure, mais il faut comprendre que quand que nous, on classe des étudiants sur mon master, si on en classe plus de 150, ben, ceux qui seront au-delà de 150 ne viendront pas. Donc, on est obligé de prendre ça parce que il y a un phénomène de désistement, ce qui fait qu'il y en a qui seront trop loin et qui partiront ailleurs. On est obligé de prendre ça en compte. Alors, donc, toutes les facs de France privilégient un petit peu leurs étudiants, et c'est logique parce que c'est eux qui ont le plus de chances de venir, c'est la seule raison. Maintenant, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'étudiants extérieurs qui viennent, qui sont pris et qui viennent effectivement dans le diplôme. Alors, traditionnellement, à Bordeaux, on a des étudiants qui viennent d'autres facultés de la Nouvelle-Aquitaine, Limoges, La Rochelle, au Bayonne. Ensuite, il y a d'autres étudiants d'autres régions qui viennent. Alors, je dirais presque qu'il y a des modes. Alors, j'ai toujours eu des étudiants bretons. Alors, pendant longtemps, c'était Rennes, et puis depuis quelques années, c'est plutôt Vannes ou alors Brest. Voilà, donc j'ai toujours eu des étudiants bretons, donc j'espère que ça continuera. Ensuite, je regarde aussi les dossiers, je regarde tous les dossiers des autres étudiants. Je fais beaucoup
de rendez-vous d'entretien par Zoom par la suite. Et donc, j'ai des étudiants qui viennent de toute la France. Mais bien entendu, bah, on s'aperçoit au bout d'un certain temps que les étudiants ont plus de chances de vivre quand ils viennent de telle ou telle faculté, etc. Ça, c'est l'expérience. Alors, pour ce qui est des spécialités du dossier, les étudiants qui viennent en Master 1 ingénierie juridique et financière, ils viennent souvent de ce que nous on appelle à Bordeaux la L3 entreprise, mais aussi d'une L3 droit privé. Et puis personnellement, je suis pas fermé parce que c'est difficile d'exiger d'un étudiant qui sort de L2, bah, d'exiger que cet étudiant prenne tout de suite la bonne spécialisation, ce qui fait que chaque année, je prends à Bordeaux des étudiants qui viennent de L3 judiciaire. J'ai pu en prendre de L3 international, j'ai pu prendre des étudiants qui viennent d'AES. Et puis, j'ai même pris l'année dernière une étudiante qui venait de droit public et qui a voulu se réorienter. Donc, je pense qu'il faut pas être trop dur avec les étudiants. On leur demande, encore une fois, après la L2, où ils n'ont pas vu énormément de choses, de choisir une spécialité, souvent, en L3. Donc, à mon avis, ils ont le droit, la possibilité de se réorienter par la suite, si c'est leur envie, et si finalement le dossier est satisfaisant. Alors la sélection, elle se fait comment? Bah, d'abord sur dossier, on fait un premier tri par dossier, et ensuite je retiens un certain nombre d'étudiants que je vais avec qui je vais avoir des entretiens. Alors en présentiel pour les étudiants bordelais et en Zoom pour les étudiants qui viennent d'autres facultés. Et à propos de vous dire, c'est que ce que nous recherchons, Philippe et moi, alors c'est avant tout des étudiants sérieux, c'est-à-dire des étudiants qui vont travailler. Le Master 2, je peux vous dire que c'est très physique. À chaque fois, les étudiants nous disent, mais wow, c'est l'année la plus compliquée qu'ils aient connue parce qu'ils sont en entreprise pour la plupart la journée et ensuite ils vont au moins 3 jours par semaine en cours après. Donc, ça leur fait un véritable choc. Ça leur fait un choc, mais en même temps, ils sont contents parce que ils ont connaissent une véritable immersion dans le milieu professionnel et ça leur permet de faire totalement la transition entre la faculté et le monde du travail. Donc, c'est une année voilà très exigeante et il faut que donc des étudiants qui soient sérieux, d'autant plus qu'on les envoie bah, auprès d'entreprises avec lesquelles on travaille depuis un certain temps, et donc on veut que ça se passe bien. On veut que les entreprises continuent à avoir une bonne image de nos étudiants. Donc ça, c'est important, et donc c'est sans doute la première qualité qu'on recherche chez les étudiants. Mais il y a autre chose qui me semble important, c'est que il est nécessaire que, autant que possible, hein, qu'il y ait une bonne ambiance dans le groupe, Master 1, Master 2. Et ça veut dire quoi? Ben, les étudiants n'ont pas forcément les mêmes attentes par rapport au master, et les directeurs de master peut-être aussi d'ailleurs. Il y a des étudiants, quelques-uns, qui aiment bien la compétition à outrance, qui aiment bien jouer des coudes, et quand je dis jouer des coudes, je veux dire même un peu plus que ça, ne pas hésiter à écraser l'autre pour monter, pour mieux réussir. Donc il y a des étudiants qui sont dans cette logique-là, bah, ces étudiants, je dirais simplement que vous trouverez très certainement des formations qui vont correspondre à vos attentes, mais ce sera pas le cas ici. Voilà. Ici, c'est pas quelque chose qu'on apprécie, très loin de là. Et donc, bah, voilà, allez ailleurs. Ici, on aime que tout se passe aussi bien que possible entre les étudiants. Encore une fois, tout le monde ne peut pas adorer tout le monde, etc. Mais quand même, je crois que ce qui caractérise le master, c'est vraiment une bonne ambiance, voilà, quelque chose, une ambiance bienveillante entre étudiants, année après année. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement. Ensuite, on vous expliquera peut-être ailleurs, dans d'autres formations, que tel ou tel master va vous rendre exceptionnel. Alors là aussi, pour vous donner un petit aperçu de la philosophie de la formation, moi, je ne vais pas vous rendre exceptionnel. Aucun de nous deux, aucun personne ne va vous rendre exceptionnel. Tout simplement parce que je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, donc j'aurais du mal à vous rendre exceptionnel. Je suis pas certain qu'il existe un master qui vous rendra exceptionnel. À mon avis, aucun, ça n'existe pas. Mais on essaiera éventuellement de vous faire croire, mais non, moi je vous rendrai pas exceptionnel. Donc ça veut dire qu'on va travailler et encore une fois, bah, dans une bonne ambiance, encore une fois, euh, les uns avec les autres, mais dans une philosophie, en tout cas très humaine de mon point de vue. Voilà ce que je voulais vous dire encore donc sur les critères, j'allais dire complémentaires de recrutement. Et puis c'est pas tant pour moi, mais pour vous. Voilà, selon ce que vous attendez, bah, peut-être que le master vous correspondra pas. Donc c'est important parce que finalement on sélectionne des étudiants, mais ça va dans les deux sens. Les étudiants vont aussi sélectionner le master de leur choix, l'ambiance, le directeur, etc. Et c'est tout à fait normal. Alors pour terminer, qu'est-ce que je peux dire? Je vais peut-être laisser la parole à Philippe qui a peut-être quelques mots à ajouter, et puis je ferai une petite conclusion, parce que ça fait déjà Alors, une heure qu'on est là. je n'ai absolument rien à rajouter. Je crois qu'on vous a tout dit.
vous disposez de toutes les informations nécessaires pour appréhender les conditions du choix que vous allez faire. La seule chose que l'on pourrait éventuellement rajouter, c'est que, comme dans tous les masters, il ne s'agit pas de travailler 15 jours avant l'examen, ça ne sert à rien. C'est travailler au fil de l'eau, de manière continue, régulière, j'allais dire quasiment tranquillement, mais c'est un travail de fond que l'on vous demande, une présence de fond, mais ça n'a finalement rien d'insurmontable et rien d'exceptionnel. Mais c'est peut-être en faisant ça qu'à la longue, vous finirez par devenir meilleur que les autres. C'est tout ce que on peut, à mon avis, rajouter. Maintenant, ben, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites acte de candidature ou pas. Vous connaissez l'état d'esprit qui est le nôtre, vous savez ce que l'on peut vous offrir, la manière dont on va vous traiter. Donc, a priori, sous réserve que vous soyez pris, nous vous souhaitons la très bienvenue dans notre master. Voilà, d'une certaine façon, il y a une sorte, je dirais pas de contrat, mais il y a une relation de confiance. C'est-à-dire que on vous sélectionne, on vous fait confiance, vous nous faites confiance de la même façon, et voilà, on travaille dans cet état d'esprit particulier. Et donc, comme on vous fait confiance, bah, vous travaillez parce qu'on vous fait confiance et qu'il y a cet engagement finalement un petit peu qui a été pris de part et d'autre. Alors pour terminer, je voudrais dire un petit mot à ceux qui n'auront peut-être pas de master ou à ceux qui n'auront pas le master de leur rêve. Ils voulaient tel ou tel master et puis finalement ils ne l'auront pas. Je voudrais dire quelque chose que je dis souvent à mes étudiants, en fin de cours, en tout cas en L3, c'est de ne pas croire non plus tout ce que vous pouvez entendre à la faculté. C'est-à-dire que même si vous allez être déçu de ne pas avoir de master du tout, de ne pas avoir le master de votre choix, etc., il faut que vous compreniez que c'est pas l'élément le plus important de votre vie. Il faut garder le sens de la mesure ici. Euh, Ça n'est pas un master qui va vous rendre heureux ou malheureux plus tard. Ça n'est pas vrai. Ce qui va vous rendre heureux ou malheureux, c'est autre chose qui n'a rien à voir avec la faculté, c'est la façon dont vous vous comporterez dans votre vie. Euh, il faut comprendre que votre vie privée, les relations que vous aurez avec votre famille, votre proche, c'est ça le plus important. Et j'insiste sur le fait que réussir sa vie, c'est pas réussir sa vie professionnelle. Alors, comprenez-moi, réussir sa vie professionnelle, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous serez mieux dans votre vie si vous avez un travail qui vous plaît, avec une rémunération suffisante, etc. C'est évident. Donc, vous devez travailler en ce sens. Il faut le faire. Mais réussir sa vie professionnelle, c'est pas encore une fois réussir sa vie privée. On peut vivre très heureux sans master, et je connais plein d'étudiants qui se sont arrêtés en L3 et qui sont particulièrement heureux aujourd'hui. Et on peut vivre aussi très malheureux avec le meilleur de tous les masters. Donc, votre avenir, votre bonheur futur ne dépend pas de cela. Donc, gardez-le à l'esprit. Ce sont vraiment pas des mots en l'air. Gardez-le à l'esprit. Et qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer? Bien, on reste bien entendu disponible pour répondre à vos questions si nécessaire. Vous pouvez nous contacter soit sur nos adresses professionnelles qui sont sur le site de la faculté, soit sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, etc. Alors j'ai un peu de retard dans mes messages, mais vous pouvez le faire. Et, euh, et puis, je vais terminer en vous souhaitant à tous une bonne journée, beaucoup de courage pour cette période délicate et en vous souhaitant le meilleur pour la suite. Merci à tous et peut-être à Ouais, très bientôt. à bientôt.